viendra compter, personne ne viendra prendre votre défense. Absolument personne. La seule manière de pouvoir agir, c'est vraiment de lancer des business. Et c'est pour ça que je me suis associé avec Akuba de Dabali Express. Elle est venue, elle aussi, elle a vu qu'il y avait pas mal de fast-food qui s'installaient en Côte d'Ivoire. Elle a dit non, c'est pas possible, il faut qu'on lance des business qui vont vraiment promouvoir la nourriture ivoirienne. Elle a lancé Dabali Express. Heureusement que quelques Ivoiriens l'ont aidé. Quelques Ivoiriens l'ont soutenu, je veux dire, et ils sont allés manger là-bas. Moi, je suis venu, j'ai regardé aussi, je dis, mais pourquoi il y a trop de restaurants de fast-food étrangers comme ça? On a lancé aussi, et je voulais lancer aussi un restaurant. Je suis allé la voir, on s'est mis en partenariat, on a lancé Dabali Express. Vous avez vu ça dans tous les médias. C'est que comme ça qu'on va agir. C'est que comme ça. Et je comprends certains qui veulent qu'on protège le pays. Mais la meilleure façon de protéger le pays, il y a deux choses. La première façon, c'est de tout simplement mettre des lois en place qui vont permettre vraiment que le pays soit protégé. Je m'explique. Au Kenya, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne disent pas ne venez pas investir. Aucun pays ne dit ne venez pas investir. C'est une bonne chose que des étrangers viennent investir dans votre pays. C'est une bonne chose que nous soyons hospitaliers. Retenez-le bien. C'est une très bonne chose. Ce n'est pas tous les pays qui sont comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour mettre du protectionnisme en place? Au Kenya, vous partez, tout le monde peut ouvrir une entreprise. Moi, j'ai une entreprise là-bas. Mais on dit, si tu ouvres une entreprise tout seul, tu payes 30% d'impôts en tant qu'étranger. 30% d'impôts. Par contre, si tu t'associes à un Kenyan, tu ne payes que 10% d'impôts. Vous pensez que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis associé avec un Kenyan pour ouvrir mon business là-bas. Et c'est ce que tout le monde fait. Donc maintenant, la même chose, c'est ce qu'il faut appliquer ici. Au lieu de pleurnicher, de dire non, on ne veut pas les étrangers qui viennent investir ici, mettons plutôt ce genre de loi en place. Dubaï l'a fait. Aujourd'hui, Dubaï est là. Dubaï est une place très attractive. Ils attirent beaucoup de personnes. Comment tu peux gagner de l'argent? Alors, je m'arrête là. Je m'arrête là. Bon, c'est indépendant de ma volonté parce que là, c'est la pub. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 20 avril 2023. Voilà, je fais cette vidéo parce que je trouve très intéressant ce jeune frère qui est entrepreneur, qui a un parcours très brillant. Simplement, sa dernière vidéo, ou avant-dernière et dernière, en tout cas, m'ont intéressé. Et je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer, comme je fais pour habitude, de donner mon point de vue, de donner mon avis. Bon, il s'appelle comment? Il s'appelle Jean-Yves Souoni Bragbo. Hein, B-R-A-G-B-O. Un peu comme le prénom Gbagbo, mais sauf que lui, c'est B-R-A. Hein, Brabo. Brabo. Il s'appelle Jean-Yves. Bon, vraiment, il a un parcours remarquable. Vraiment excellent. Un garçon qui m'a l'air très sérieux. Simplement, vous savez, comme d'habitude, hein, quand je fais des vidéos, je donne mon point de vue et il y a très souvent des bémols, naturellement. Bon, cela dit, il y a des vidéos où je approuve la personne de A à Z. Ça, c'est plutôt quand c'est des gens qui ont un engagement politique. Mais sinon, encore que, encore que. Mais là, c'est la jeune génération qui est beaucoup plus préoccupée pour l'entrepreneuriat, pour faire du business, pour se faire beaucoup, beaucoup d'argent. J'allais dire, il n'y a pas de mal à ça dès lors qu'il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Mais allez vérifier. Bon. Cela dit, je vous dis, j'ai regardé avant de faire cette vidéo, son parcours et son histoire, il est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment un jeune frère qui est parti de rien, parce qu'il est issu d'une famille pas bourgeoise, pas riche. Et il a expliqué toute son histoire. C'est disponible d'ailleurs sur Internet. Vous allez sur YouTube, vous tapez son nom, c'est Jean-Yves Brabo, B-R-A-G-B-O. Voilà. Et c'est sa chaîne sur YouTube, c'est l'investisseur africain. Voilà. Très sérieux. Voilà. En tout cas, c'est ce qui m'inspire. M'inspire vraiment un garçon, un monsieur sérieux. Bon, ben écoutez, il faut confronter les arguments. Et puis, je vais vous dire, sa dernière vidéo, là, dont j'ai montré l'extrait, c'est qu'en fait, il avait fait une vidéo auparavant où il a fait la promo pour dire que la Côte d'Ivoire est attractive et qu'il a donné même l'exemple aujourd'hui des jeunes générations de chanteurs, de gens du showbiz qui vont tous s'installer en Côte d'Ivoire, notamment Youssoufa. Youssoufa, le fils à Seigneur Chero, hein, le rappeur, hein, qui a beaucoup de talent. Donc lui, il est en Côte d'Ivoire depuis maintenant 4-5 ans. Et puis, il y a d'autres aussi qui sont d'origine congolaise, qui sont d'origine camerounaise et tout ça qui vont s'installer en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau parce que la Côte d'Ivoire, justement, effectivement, c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui a initié ça. Bon, mais le problème, c'est que chaque pays a son histoire, tout naturellement. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire, eh ben, comme j'explique souvent, aujourd'hui, les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire, payent le prix très fort de la politique qui a été menée par le président Félix Houphouët-Boigny parce qu'il était France-africain et malheureusement,
les successeurs sont aussi france-africains, à des degrés plus ou moins forts. Et là, celui qui est au pouvoir actuellement, M. Alassane Draman Ouattara, eh ben, il est même pire que Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny, d'une certaine façon, avait assuré le minimum. C'est-à-dire que l'Ivoirien ne se retrouvait pas à dormir dans les cimetières. Encore qu'on me dira, oui, mais à l'époque, on n'était pas, combien, 30 000, enfin 30 millions, excusez-moi. Oui, mais cela dit, tout est relatif. C'est-à-dire qu'au fond, 30 millions, certes, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre aujourd'hui au 21e siècle qu'au 20e siècle. Voilà, donc là aussi, non, 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 vous n'avez pas de voie d'issue. Il n'y a pas d'issue de sortie. Non, non, non. non. Et c'est très intéressant, hein, je vais vous dire, le cas de la Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement, ce qu'on constate, c'est que la nouvelle génération, surtout francophone, et puis un petit peu anglophone, mais surtout francophone, ben, la Côte d'Ivoire est, comment dire, regardée d'un bon oeil pour dire que c'est un pays avec un environnement intéressant et facile pour investir. Oui, mais ça reste à voir, ça reste à voir, parce que ça dépend de qui. Voyez-vous? J'ai pris quelques notes, mais bien avant, je vais quand même parler un peu, parce que je vous dis, ce garçon, je l'avais déjà remarqué il y a maintenant 2 ans, hein, facilement, on est en 2023, ouais, donc je crois que c'est en 2021 que j'ai dû le voir, ou 2022. Et puis, quand c'est comme ça, je regarde rapidement. Puis, toujours pareil, j'ai dit, bon, parce que évidemment, quand je vois quelque chose, je n'ai pas forcément le temps sur le moment, mais je le mets en stand-by. Voilà. Donc, lui, c'est ce qui s'est passé. J'ai mis en stand-by, et puis là, récemment, là, cette dernière vidéo, il parlait justement de l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Et finalement, avant même de faire cette vidéo, je vous dis, j'ai pris le temps de regarder quand même les interviews de lui. Il est très sérieux, il est sérieux. Maintenant, ce qui leur manque, c'est la conscience politique. Quand je dis ça, c'est vraiment conscience politique. Hein. C'est-à-dire, parce que là, ils ont une conscience business, entrepreneuriat, il n'y a rien à dire. Ils sont même très brillants. Il est ingénieur, il a un bon parcours. Il a un très bon parcours, c'est une tête. Bon. Il a eu ses diplômes régulièrement. Enfin bon, il n'y a rien à dire au niveau du parcours. Mais le problème, c'est que très souvent, ce qu'ils oublient, ou alors ils font mine, c'est que l'environnement économique, il ne vient qu'après. Il faut d'abord qu'il y ait une stabilité. Or, les grands pays, hein, quels que soient les continents, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, hein, vous allez vérifier facilement que la priorité, c'est d'abord la sécurité. C'est simple. Regardez les grandes puissances là qui ont l'arme nucléaire. Mais pourquoi pensez-vous qu'ils ont de l'arme nucléaire? Hein? Alors, ceux qui ne savent pas, quand on parle de l'arme nucléaire, ils vont penser simplement aux 5 permanents de l'ONU. Non, il n'y a pas que eux. Il y en a beaucoup d'autres qui ont l'arme nucléaire, qui me vient à l'esprit comme ça. L'Inde a l'arme nucléaire. Oui, mais ils ne sont pas au Conseil de sécurité, mais ils ont l'arme nucléaire. Avec ça, personne ne peut t'embêter. Israël dispose de l'arme nucléaire, hein, grâce à la France. Bon. Puis il y en a d'autres encore. Au monde aujourd'hui, en 2023, hein, au 21e siècle, il y a au moins facilement entre 9, 10, 11 pays qui ont l'arme nucléaire. Hein, dont les 5 qui sont membres permanents de l'ONU, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Voilà. Mais je vous dis, il n'y a pas que eux qui ont l'arme nucléaire. Bon, mais dites-moi, ces pays-là qui sont des grands pays à tout point de vue, hein, au point de vue, j'allais dire, économique, au point de vue démographique, mais eux, la priorité, l'arme nucléaire, ça veut dire on rigole pas. Vous comprenez? Alors, l'arme nucléaire a été détenue aussi à l'époque par l'Afrique du Sud. Mais quand l'Afrique du Sud disposait de ça, eh bien, ce sont les adeptes de l'OTAN, ce sont les Occidentaux, hein, les adeptes de l'OTAN, qui ont doté l'Afrique du Sud de l'arme nucléaire. Là aussi, c'est très intéressant. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, le combat que je mène et que je vais toujours mener, et Dieu seul sait, c'est l'éducation, parce que tout passe par l'éducation. Mais quand je dis ça, j'ajoute que c'est l'éducation africaine, parce que très souvent, quand on parle d'éducation, la plupart du temps, on dit éducation comme ça, et puis on reste vague. Alors que non, éducation africaine, c'est-à-dire enseigner l'histoire des Africains depuis des siècles. C'est hyper important. Et moi, de toute façon, c'est mon paradigme là pour les années qui viennent. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de mes jours, même, je dirais. Ah, très clairement, très clairement. Parce que je pense que il faut toujours faire là où on est à l'aise, parce qu'on le fait bien. Moi, je crois que je suis à l'aise là-dedans. Hein. Avec le peu de moyens que j'ai, regardez déjà, avec cette idée-là. C'est du lourd, c'est du très lourd. Ceux qui ne sont pas jaloux, ils vont le reconnaître. Ah oui. Et donc je dis, si les moyens, maintenant ceux qui ont les moyens, il faut qu'on s'entraide. Parce que les autres s'entraident. Ceux qui sont en face, là, ils s'entraident. Ceux qui nous piétinent, ils s'entraident. Or que nous, c'est ça qui nous manque pour l'instant. Mais ça va venir, ça va venir. Donc je dis, vous imaginez, moi mon rêve, je dis, ça c'est placardé partout. Et ça, c'est pacifique, mais ça perturbe. Vous voyez,
Ah oui, Dieu seul sait. Ah oui, et puis ceux qui sont, comment dire, réfléchis, ils savent. C'est terrible. Même, voilà, bon, je vous laisse apprécier, voilà. Hein, le slogan, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux. Bon, là, c'est moi-même qui ajoute, puis la zone des sorciers. Bon, mais dites-moi, ça, j'attaque tout le monde. C'est-à-dire que j'attaque les, comment dire, les agresseurs et les agressés. J'attaque les corrompus et les corrupteurs. Voilà. C'est là où c'est. Voilà. Hein, concours d'honnêteté intellectuelle, et puis le niveau est très élevé, comme j'ai pour habitude de dire. Donc voilà, pour revenir au jeune frère Jean-Yves Brabo, c'est que je dis, très souvent, il y a lui, il y a Stéphanie Mbida, une jeune femme camerounaise aussi très sérieuse, hein, qui vit aux États-Unis et qui fait l'entrepreneuriat et qui sensibilise comme ça en faisant des vidéos. Bon, là aussi, elle me paraît sérieux. Celui qui me paraît moins sérieux, c'est. Comment il s'appelle l'autre là J'oublie son nom. Voilà, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur lui parce que lui, il est provocateur. Et donc, au final, non, je manque de sérieux et donc voilà, j'ai compris, j'ai plus répondre. Voilà, ouais, ouais. Non, parce qu'au début, je n'avais pas compris. Hein, alors que dans les toutes premières des vidéos que je faisais sur lui, je disais, je félicitais. Mais après, j'ai vu qu'il est bling bling et puis il est trop léger. Et puis il est dans la provocation. C'est-à-dire qu'il fait pour faire mousse. Voilà, lui, c'est pour que ça mousse. Alors que non, 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 non. Hein, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hein. Là, Stéphanie Mbida, ça me parle. Là, Jean-Yves Brabo, ça me parle beaucoup, très sérieux, voilà. Moi, je l'ai regardé, là, je vous dis, voilà, garçon sérieux, puis un parcours exceptionnel, d'une certaine façon. Hein, beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, travail, beaucoup de travail, voilà. Et puis là, ce qu'il a, il mérite, voilà. Maintenant, je dis, quand c'est le terrain politique, venez nous voir. Et puis soyez fair play, parce que moi je suis fair play quand je reconnais là où t'es bon là, voilà. Donc voilà, c'est ça qui me dérange, c'est que ils ont du mal. Enfin, je ne parle pas de lui spécialement, hein, mais je dis, j'ai plein de frères là, même qui sont même qui font de la géopolitique comme moi ou je suis dans le domaine panafricain pour le combat qu'on mène hein, contre l'impérialisme, contre le colonialisme et contre la France-Afrique, voilà. Mais ils ont du mal pour la réciprocité, et c'est ainsi que je dis voilà, on est dans la zone des jaloux. Mais écoutez, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je suis désolé, hein, et quand je parle de jalousie, il ne faut pas toujours penser au niveau du fric. Non, 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 non. C'est beaucoup plus fin que ça. C'est-à-dire que voilà, je parle plutôt au niveau de l'énergie que chacun de nous a. Et c'est propre, c'est la nature qui nous a dotés. Hein. L'énergie que tu as, c'est propre à toi. C'est vraiment intrinsèque. Voilà. C'est unique, c'est exceptionnel, c'est miracle. Voilà. Donc, il faut juste composer avec. Oh là non. Alors, donc, ça provoque la jalousie. C'est-à-dire que c'est soit des fois pour te décourager de manière directe ou indirecte. Hein. Il y a plein de trucs comme ça. Et moi, comme j'adore la réflexion, j'observe et je dis non, non, mais c'est dommage. Moi, fait mon bref, on n'a pas le temps, on avance. Ah oui, ça, c'est sûr et certain. Surtout, j'encourage les jeunes frères qui me suivent. Je dis, si vous êtes convaincus de votre démarche, c'est-à-dire de vos projets, mais il ne faut pas que vous-même vous auto-censurez. Hein. Il ne faut pas que vous-même. Parce que vous savez, la vie sur Terre, ou la vie, les relations humaines, c'est fait que, bon, on ne peut pas faire l'unanimité, c'est clair. Hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, voilà, comme on peut dire. Et donc, par conséquent, c'est un conseil que je donne à mes enfants depuis tout petit. J'ai dit, écoutez, il faut laisser le soin à tes adversaires de te mettre les barrières. Toi, tu ne dois pas te les mettre. Voilà. D'autant que tu es dans une démarche où tu ne violes personne. Hein, en tout cas, tu es dans une démarche, j'allais dire, de défendre tes intérêts, mais de manière à respecter hein, les dispositions légales. Voilà, 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 si on comprend. Voilà. Donc, je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas des trucs qui sont proscrits par la loi, tu es tranquille, vas-y, personne ne doit t'empêcher. Voilà, par exemple. Et moi, c'est vraiment mon leitmotiv et puis c'est ma philosophie de vie. Comprenez-le bien. Donc, le jeune frère, vous voyez, dans l'extrait là que j'ai montré, alors il a expliqué qu'auparavant, donc il a fait la promo de la Côte d'Ivoire, et puis là, il a vu la réaction qu'a suscité sa vidéo sur le fait qu'il y a des Ivoiriens qui ont appelé, et puis des non-Ivoiriens aussi, surtout les Ivoiriens qui ont appelé, ils disaient arrête de inviter les gens en Côte d'Ivoire, il y en a marre, et que la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens d'abord, bon. Bon, là aussi, je vous dis, on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, hein. Il faudrait que chacun fasse des efforts pour aller fouiller un peu. Parce que quand vous allez fouiller un peu, regardez-moi là, avant de faire cette vidéo, ben, j'ai été fouiller un peu. Et quand je fouille, mais on est surpris. C'est quoi la surprise? C'est que j'ai appris que, en fait, les Libanais en Côte d'Ivoire sont là-bas depuis plus longtemps que ça. Moi, je pensais que c'était juste après l'indépendance, ou dans l'entour de l'indépendance, c'est-à-dire en 58. Alors que non, depuis les années 1920, 1923, hein, après on va après 43 et tout ça. Et au départ, en Afrique, ils étaient d'abord au Sénégal. Et ensuite, on s'est décliné en Guinée un petit peu. Et c'est surtout au fil des décennies, et là, surtout maintenant au 21e siècle, l'endroit en Afrique, en tout cas zone francophone, où ils sont le plus nombreux, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on nous dit quoi? On nous dit ils sont entre 80 000, 90 000, moi j'ai poussé à 100 000. Voilà. 100 000 hein, ressortissants libanais
et qui ont même la nationalité, certains, hein, beaucoup ont la nationalité ivoirienne. Et puis ils ont aussi, j'imagine, la nationalité sénégalaise, la nationalité guinéenne, enfin dans les pays où ils sont implantés. Mais la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays où il a une communauté très, très importante et qui est très influente. Et on nous dit même qu'ils détiennent plus de 40% de l'économie ivoirienne. Voilà. C'est là où les hostilités commencent. En tout cas, en ce qui me concerne, moi qui suis dans le domaine politique. Bon, mais les frères, les jeunes frères, le problème, j'ai dit, bon, soit vous ne savez pas, dans ce cas-là, circonstances atténuantes, encore que, parce que comme j'ai dit, compte tenu de votre niveau, parce que c'est des gens qui ont des très bons niveaux, c'est des ingénieurs, voilà, donc je veux dire, ils sont lettrés, voilà, ils sont cultivés. Donc, voilà, hein, soyez pas de mauvaise foi, parce que très souvent, ce que je soupçonne, c'est la mauvaise foi. En fait, ou alors il y en a qui sont de bonne foi, quand tu es de bonne foi, là, voilà, je vais bien, je vais bien. Mais autrement, quand tu es de mauvaise foi, j'ai dit, je n'ai pas le temps. Donc, ce que je vais rappeler, c'est quoi? C'est que j'ai dit, mais quand vous allez mentionner les pays qui s'en sortent, et donc j'ai rappelé tout à l'heure, j'ai dit, mais les grands pays, la priorité, c'est la défense, c'est être équipé de l'armement pour protéger justement d'abord tes ressortissants et ensuite tes richesses. Comprenez? D'abord tes ressortissants et ensuite tes richesses. J'ai cité les pays qui disposent de l'arme nucléaire. Maintenant, il y a d'autres pays qui n'ont pas l'arme nucléaire, mais l'arme nucléaire, c'est le top des tops. Hein, voilà. Comme disait à l'époque le président François Mitterrand, il a dit comme ça, ouvertement. Il a fait un aveu en disant que voilà, ceux qui disposent de l'arme nucléaire, c'est pas une arme qui est faite pour être utilisée, mais c'est une arme de dissuasion. Voilà, le terme en bon français. Arme de dissuasion. C'est que si tu as ça, ton ennemi ou ton adversaire, il ne fait pas le malin. Parce que, regardez Poutine là. Et tous ils tournent autour du pot, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il leur a dit, il les a avertis. Celui qui fait le malin, je vais te dégainer. Maintenant, tout le monde, on fait de la branlette. Enfin, excusez-moi. Mais non, mais c'est fatigant. Non, quand je dis c'est fatigant, c'est parce qu'il y a des frères qui ont compris et qui font. Voilà. Moi, voilà, c'est ceux qui n'ont pas compris, j'essaie de l'expliquer. Voilà, c'est ça. Quand je m'énerve, c'est parce que je m'énerve par rapport à ceux qui ont compris. Parce que je dis, mais t'as compris, arrête de faire le malin et puis de perdre le temps des gens. Faut pas qu'on perde du temps. On a déjà suffisamment perdu, donc là, faut essayer de faire l'économie de ça pour expliquer aux gens qui n'ont pas encore compris pour qu'on avance et puis qu'on gagne, surtout. Voilà. Donc, ce que j'ai dit souvent, j'ai dit que vous allez observer que nous autres panafricains qui sommes dans le domaine politique, on a beaucoup de respect pour nos frères, nos jeunes frères qui sont entrepreneurs, dans l'entrepreneuriat, dans le business. En revanche, c'est pas réciproque. Ah oui, 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 oui. Parce que regardez là, moi je parle là d'eux, et je dis même bien, Jean-Yves Brabo, le concitoyen là, bon, je dis bravo, simplement, j'ai dit au côté politique là, il y a des choses qui manquent, donc il va falloir caler ça, c'est très important. Et ce qu'il faudrait justement, c'est que ça soit réciproque. Or, c'est pas mon bon sens, par mes arguments, j'ai dit, mais tu ne peux pas dire autre chose que ce que je dis. Parce que les arguments sont là, je les mets sur la table. C'est quoi? C'est dire, donc j'ai déjà parlé de l'arme nucléaire, donc ceux qui disposent, ça veut dire que c'est vraiment très important. Alors, évidemment, on n'en est pas encore là, et j'ai rappelé pour l'Afrique du Sud, je ne vais pas terminer l'expérience de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a disposé de l'arme nucléaire, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas regardé mes anciennes vidéos, eh bien sachez que l'Afrique du Sud a disposé de l'arme nucléaire simplement pour protéger les Blancs qui, comment on appelle ça, opprimaient les Noirs là-bas, le pouvoir blanc, les Boers, là, les descendants de Hollandais et Européens, Français aussi, voilà. Parce que l'Afrique du Sud, il n'y a pas que les... C'est beaucoup de Hollandais et puis d'Anglais, mais il y a aussi des Français qui sont là-bas. Voilà. Et donc, l'OTAN, les adeptes de l'OTAN, pour protéger ces Blancs-là, et puis surtout mettre en garde tous les autres pays africains, parce qu'on est l'Afrique du Sud, on est sur la terre des Africains, là, on est en Afrique là, voilà. Eh bien, ça a été mis en place pour justement les dissuader, ne faites pas le malin, parce que là, celui qui veut essayer de faire le malin, on te neutralise. Vous voyez? Donc l'Afrique du Sud, vous vous rendez compte? Avant que le président Nelson Mandela ne vienne au pouvoir, l'Afrique du Sud a disposé avec les Blancs là de l'arme nucléaire. Mais ça, c'est ce qu'il faut dire tous les jours, matin, midi et soir. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de frères qui ne savent même pas ça. Mais une fois que tu sais ça, c'est pas le tout. Maintenant, il faut cogiter et dire, mais comment ça se fait? Parce qu'il y a la chute. La chute, c'est quoi? C'est que quand le président Mandela arrive au pouvoir, c'est ainsi que les Occidentaux retirent l'arme nucléaire à l'Afrique du Sud. Mais moi, à mon petit niveau, quand je dis ça, maintenant je dis les frères qui sont qualifiés, il faut prendre le relais et puis balancer ça en permanence. Parce que c'est ça, là, tu n'as pas, on ne peut pas faire plus pacifique, on est dans la discussion là, en tant qu'être humain. Voilà. Moi, comme j'ai la prétention d'être un être humain, c'est, comme on dit le grand Cheikh Anta Diop, comme il disait, que son âme repose en paix, à connaissance égale, la vérité triomphe. Et moi, je suis dans cette philosophie-là. Ah oui. Et comme j'ai dit, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, en fait, c'est dire quoi? C'est dire que quand j'ai su ça, qu'on a retiré l'arme nucléaire à l'Afrique du Sud, mais, donc je réfléchis et je dis, ah oui, je sais pourquoi.
C'est parce que, voilà, quand les Blancs, là, ils avaient le pouvoir et que les Noirs n'avaient aucun pouvoir, ils n'étaient pas considérés du tout, hein, eh ben, on a ça pour dire aux autres, vous n'avez pas intérêt à brancher. Vous comprenez? Ou même encore, on va plus loin, on dit, bon voilà, maintenant le président Nelson Mandela, il arrive au pouvoir, ben écoutez, on va vous retirer parce que vous êtes de grands enfants, alors que c'est pas réservé aux enfants, c'est pas un jeu pour les enfants. Regardez le mépris, mais qui est terrible, c'est violent. Et donc je ne comprends. C'est pour ça que quand je m'énerve parce que je dis, mais il y en a qui ne savent pas. Mais, mais quand tu sais pas, renseigne-toi aussi, parce qu'on a l'internet, donc voilà. Hein, au lieu de passer des heures, des heures, bon, chacun fait ce qu'il veut d'abord, mais par contre, il y a un terrain là que tu ne maîtrises pas, là pour le coup. Donc quand tu prends connaissance de ça, tu dis, ah c'est vrai. Parce que voilà. Et puis comme ça, on est tous gagnants. Oh, c'est pas ça. Limite avec la mauvaise foi, avec, voilà, ils vont essayer de faire des diversions. Bon, enfin, bon, on ne peut pas refaire le monde, mais en tout cas, on va essayer. On va essayer. Parce que c'est hyper important, on revient de loin. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Afrique du Sud aurait pu garder l'arme nucléaire si on respectait les Noirs. Or, on ne considère pas le Noir. Le Noir, je veux dire, les adeptes de l'OTAN, les impérialistes, les colonialistes, les France-Africains, là, eh bien, eux, le Noir, ils le considèrent comme un esclave jusqu'à la fin de ses jours. Hein? C'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, il les extermine. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et puis ceux qui veulent ouvrir la discussion sur le mot extermination, attention, je vous dis, moi, comme je suis animé par la vérité, tu peux gesticuler pendant quelque temps, tu peux faire de l'élucubration, tu peux faire de la masturbation, mais tu ne pourras pas tenir à long terme parce que, voilà, la vérité, elle triomphe. Voilà. Et puis je suis très animé de ça, donc voilà, très armé aussi. Voilà. Donc on y va. Ok, il va parler des Libanais. Bon. Eh bien, les Libanais, le président Félix Houphouët-Boigny, voilà, il leur a permis de rentrer sans visa. Parce qu'il y a l'hostilité avec Israël, le Liban. Hein? Bon, eh bien eux, Houphouët-Boigny, déjà, il leur donnait l'entrée gratuite, sans visa. Et je dois vous dire que moi, en tant qu'Africain, mon problème avec les autres communautés, hein, les autres ethnies, c'est-à-dire que tu sois indien, que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois russe, ou que tu sois, je ne sais pas, hein, n'importe, libanais, syrien, tout ce que tu veux. Mon problème, c'est la réciprocité. Ah oui, et là, je négocie pas du tout. C'est pour ça que ceux qui sont au pouvoir, je dis, ce sont des corrompus. Voilà, c'est ça, j'en reviens. Corruption morale, corruption matérielle. Ce sont des complexés, ce sont des incompétents. Voilà. Ils ne sont pas patriotes, ça c'est sûr et certain. Ah ben oui. Parce que, de quoi on parle? Mais la réciprocité, c'est de dire, écoutez, moi je t'accueille chez moi, et bien quand toi, je vais aller chez toi, il faut que tu m'accueilles pareil. On doit même faire un concours de qui est-ce qui accueillera le mieux. Oh là non. Le constat qu'on fait, c'est que quand vous allez voir ces gens-là, quand ils arrivent en Afrique, ils sont même bien lotis que les Africains eux-mêmes. On va rester toujours en Côte d'Ivoire. Mais regardez, parce que le frère, là, dans son développement, il en veut un peu, enfin un peu, beaucoup même aux Ivoiriens, en disant, oui, au lieu de pleurnicher, mettez-vous à faire des affaires. Mais les conditions ne sont pas réunies. L'État doit réunir les conditions. Et d'ailleurs, lui-même, il a fait un aveu quand il donne l'expérience du Kenya. Voilà. Il dit au Kenya, quand tu vas t'installer là-bas pour faire des affaires, eh bien, la politique est mise en place par l'État, c'est-à-dire l'espèce de protectionnisme, c'est de dire qu'écoutez, vous en tant qu'étranger, si vous voulez commencer votre business ici, sachez que vous allez payer les impôts à hauteur de 30%, au moins. Maintenant, pour être à 10%, pour baisser à 10%, il faudrait que vous vous associez à un Kenyan, c'est-à-dire un ressortissant kenyan, donc qui est chez lui. Voilà. Eh bien, posez-vous dans ces cas-là, ces questions-là, à savoir, dans cette zone-là, quels sont les pays qui pratiquent ça? Parce que le Kenya, attention, c'est une ancienne colonie anglaise. Donc c'est des anglophones. Nous, zone CFA, là, zone des aliénés, avec cette monnaie maudite qui est à l'origine de nos malheurs et la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, moi, ce que je dis, écoutez, moi, il y en a beaucoup qui sont en train de, comment on appelle, se laisser impressionner par les infrastructures, là. Mais j'ai dit, mais attendez, Houphouët-Boigny a fait ça avant. Mais ça nous donne quoi aujourd'hui? Ça nous donne que des gens, ils ont des couteaux sous la table, là. C'est ça, le problème. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas ça la priorité. Parce que là, c'est une fuite en avant. Et du coup, ça ne profite qu'à qui? Mais ça ne profite qu'aux forces exogènes. Et ça ne profite que celui qui se dit ivoirien, qui l'est à 100%, mais c'est une ultra minorité de gens. Voilà. Or, moi, je dis, je milite pour l'intérêt général. C'est pour un très grand nombre. Et d'ailleurs, ce qu'on va constater, c'est que si moi je gagne la partie, quand je dis moi, je parle de ceux qui ont la même façon de voir les choses que moi, nous qui sommes partisans pour l'intérêt général, eh bien, l'ultra minorité va aussi en profiter. Alors évidemment, beaucoup moins, mais ils vont en profiter. Or là, dans leur paradigme à eux, ils sont ultra minoritaires, ils sont vraiment 0, je ne sais pas combien de pourcents, hein, minorité, hein, ils sont très minoritaires, mais par contre,
paradoxalement, ce sont eux qui ont le plus gros du gâteau. Ça n'a pas de sens. Hein? C'est ça la discussion, les débats, les arguments. Voyez-vous? Donc, je poursuis. Le président Laurent Gbagbo, oui, le président Laurent Gbagbo, parce qu'après Houphouët-Boigny, c'est lui. Il y a eu Henri Konan Bédié. Mais j'ai fait lecture là, mais je pense que Bédié aussi, bon, mais je l'ai dit, je vais me garder quand même de le critiquer cette fois-ci. Parce que ce que j'ai lu, c'est qu'en 2006, quand ça a commencé à réchauffer, parce que ça chauffe de temps en temps entre Israël et le Liban, hein, là-bas au Moyen-Orient, d'ailleurs j'en profite, petite parenthèse rapidement parce que j'avais oublié, Jésus Kwasi Yoboué, que son âme repose en paix. Pourquoi? Parce que j'avais appris son décès il y a quelques temps, et puis j'ai pas eu le temps de faire une vidéo, parce que ce monsieur est un très très grand journaliste en Côte d'Ivoire à l'époque, journaliste de télévision, à la RTI, et moi mon enfance, mon adolescence et tout ça, je vous dis, justement quand il prenait la parole, et puis cette génération-là, ils sont très brillants dans le maniement de la langue et tout, voilà, donc Jésus Kwasi Yoboué, il est décédé là, je crois qu'il y a maintenant un an, ou voilà, 6 ou 8 mois, quelque chose comme ça, voilà, et ça m'avait touché parce que moi qui suis très branché politique, vous pensez bien, donc je suivais, et voilà, donc j'en profite là, parenthèse, pour que sa mémoire repose en paix et toutes mes condoléances à ses amis, à sa famille biologique et sa profession, c'est-à-dire les journalistes de Côte d'Ivoire, voilà, qui connaissaient Jésus Kwasi Yoboué. Ceux de ma génération voient très bien un monsieur qui faisait son journal, et je me dis justement, lui à son époque, vous savez, la question palestinienne, la question, c'est-à-dire, comment on appelle là, le conflit entre Israël et comment on appelle ça, et la Palestine, il en parlait très souvent, et donc ça m'avait marqué toute mon enfance, enfin, jusqu'à l'adolescence, tout ça. Bon, voilà, enfin, donc je ferme ça. Ah, pour revenir, pour dire quoi? Pour dire que, donc le président Gbagbo, lui, en 2006, voilà, il donne aussi l'autorisation, en fait, que les Libanais puissent rentrer sans visa. Bon. Alors, évidemment, ceux qui sont au courant des dossiers vont dire, oui, mais attends, ils ont beaucoup de moyens au point de vue financier, donc ils ont un poids, d'accord, mais ce que je dénonce, c'est quoi? Moi, c'est le fait que je dis, regardez, au Kenya, l'exemple que donne le jeune frère, hein, Jean-Yves Brabo, il dit, voilà, 30%. Il n'y a pas que le Kenya qui font ça, il y a d'autres pays aussi, mais je veux dire que ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la zone franc CFA, là, voilà. Qu'est-ce qu'il en est pour eux, pour le protectionnisme, pour permettre aux Gabonais d'être le premier, hein, à se servir au point de vue économique, hein, surtout qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tous les jeunes générations d'Africains, ils sont bardés de diplômes dans tous les domaines, tout. Il n'y en a pas un seul. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont formés. Ils sont ultra formés. Voilà. Donc il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que quand on était au XXe siècle, encore on pouvait dire, bon, il y a un ou deux, mais il y en a d'autres même qui n'ont pas. Hein. Mais là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Donc j'ai dit, j'ai suffisamment d'arguments pour dire que, écoutez, le terrain du business, c'est pas mon truc. Mais par contre, le terrain politique, j'ai dit, chacun a son truc. Il faut respecter, il faut avoir le respect réciproque. Surtout quand on est honnête. Voilà. Oh, il y en a d'autres là, non, au fond d'eux-mêmes, ils savent que tu as raison, mais ils n'ont pas envie. Mais j'ai pas le temps. Voilà. C'est toujours c'est pas aussi compliqué que ça, j'ai pas le temps. Voilà. Donc j'avance. Donc je dis, voilà. Là aussi, pareil, je crois que les partisans de président Gbagbo, là, ils vont apprendre ça. Voilà. Eh oui. Bon, l'erreur est humaine. Limite, ça peut. Mais par contre, ce que je ne supporte pas, c'est le fait que je dis, mais le président Gbagbo, il a connu l'humiliation qui a été diffusée en Mondiovision. Pourquoi il va le recommencer encore C'est ça qui me rend dingue, moi. Pourquoi je parle de ça? Je dis ça simplement parce que je dis, les partisans du président Gbagbo, ils sont, comment te dire ça? Bon, ils sont en religion, hein, je le dis souvent, mais c'est constaté constamment. Il y a un autre, là, jeune frère qui est aux États-Unis, lui, il est PPACI, pro-Gbagbo, évidemment, et il passe son temps à allumer Blegoudé. Voilà. Si c'est pas Blegoudé, c'est Mme Simon Gbagbo. Encore que Mme Simon Gbagbo, dans l'interview qu'elle a accordée récemment, il était simplement en train de. Il était content qu'elle ait dit que. Voilà, il est content. Mais ça n'empêche que dans ce qu'il a fait comme vidéo, il a encore allumé. Puis, si c'est pas lui, c'est un autre encore qui va attaquer Mamadou Koulibaly. Enfin bon, eux, ils sont en religion. Voilà, Gbagbo, c'est Dieu, donc faut pas... N'importe quoi. Vous vous en rendez compte? Je dis que le président Gbagbo, c'est un homme honnête. En tout cas, comparativement. Hein, comparé avec Alassane Ouattara ou Bédié, tout ça. Il est plus honnête. C'est le plus politique, naturellement. Son problème, son handicap à lui, j'ai dit, c'est son entourage. Bien entendu. Hein, il est entouré que de francs-maçons. Hein, et qui aspirent à prendre la place de M. Gbagbo, enfin de M. Bédié plutôt, M. Alassane Ouattara, excusez-moi. Voilà, Alassane Ouattara, ils aspirent à prendre sa place et puis faire comme lui. La seule différence, c'est qu'eux vont ajouter, dire, oui, mais vous savez, nous, lui, il était barbare, lui, il était tout ceci, mais nous, non. C'est dont il est question aujourd'hui au XXIe siècle, c'est de prendre l'exemple sur le Mali. C'est-à-dire qu'on demande la souveraineté, la vraie, hein. Là, on a passé même le cap d'indépendance, là, on est dans la souveraineté, c'est-à-dire pouvoir décider ce qu'on veut. Avec qui tu veux commercer, avec qui tu as envie de voir, qui t'as pas envie de voir. Voilà. C'est ça être souverain. Tu décides toi-même. Et non pas c'est dicté par Matignon ou c'est décidé par Washington ou je ne sais qui encore. Et qu'on ne parle pas de la Russie. Hein, parce que la Russie, je dis, on va sortir le casier judiciaire des Français
hein, dans les relations qu'ils entretiennent avec l'Afrique. On va sortir le casier judiciaire des Américains dans les relations qu'ils entretiennent avec l'Afrique. Voilà, on va sortir le casier judiciaire de ces gens-là pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé vis-à-vis de l'Afrique. Donc on va voir que la Russie a un casier judiciaire vierge. Et donc à partir de là, on ne va pas mettre au même niveau. Parce qu'il y a des frères là, ce que je ne comprends pas, qui sont très qualifiés pourtant, hein, frères et sœurs. Surtout frères là, ils vont essayer de dire oui mais nous la Russie, voilà, faut faire attention parce que non, écoutez, il ne faut pas mettre les gens au même niveau alors que quand on regarde leur casier judiciaire, eux c'est vierge. C'est quoi cette façon de procéder là? Donc là aussi je dénonce certaine malhonnêteté par rapport à ça. Vous n'êtes pas à l'aise. Quand je parle toujours de degré d'aliénation. J'ai dit il y en a qui sont aliénés à 5%, il y en a qui 20%, 30%. Voilà. Il y a un petit aliénation qui fait qu'ils ont besoin de justifier ça pour rassurer un peu les Français. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Non, mais franchement, il n'y a rien à faire pour rassurer la France. Parce que je dis que eux nous présentent leur bilan. Quand bien même on sait le bilan, mais on demande. Ils ne pourront jamais parce qu'ils savent que c'est la catastrophe. À la limite, ce qu'ils font, c'est une fuite en avant, c'est l'arrogance habituelle. Hein. Ils vont te sortir des trucs du genre les bienfaits de la colonisation. Pendant longtemps, ça s'est calmé un peu là, mais ça dépend des périodes. Les pays vont ressortir ça encore. Mais là, ça va être plus difficile maintenant, parce que là, les jeunes colonels au Mali, et puis là, le capitaine, comment on appelle ça, au Burkina Faso, là, ça rigole plus là. Et puis c'est ça, la jeune génération. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc ce que je voulais dire, c'est que, avec les petites notes que j'ai prises, le jeune frère, voilà, je montrais tout à l'heure, il a dit que voilà, il ne comprenait pas que les Ivoiriens se plaignent comme quoi, comment ça se fait qu'il fait une vidéo aujourd'hui pour demander à ce que d'autres étrangers viennent. Maintenant, là où le bas blesse, là où c'est encore difficile à supporter, c'est le fait que, écoutez, comme je vous parle de réciprocité, il faut arrêter avec cette histoire de « je suis Ivoirien ». Non, il faut aujourd'hui comprendre les choses et dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les Occidentaux qui sont venus lors de la conférence de Berlin, hein, en 1884 et 1885, parce que ça a duré sur plusieurs mois, voilà. C'est à cheval sur deux années là, mais ça a duré 6 mois ou quelque chose comme ça. Et bien ils ont partagé l'Afrique, ils se sont fait plaisir. Ils ont mis la carte de l'Afrique, d'ailleurs c'est un documentaire qui est disponible, hein, pareil, vous allez sur internet, vous allez voir, hein, où ça a été, ils ont comment dire ça, reconstitué, voilà. Hein, ils ont fait une fiction, ils ont reconstitué, mais c'est vraiment comme ça s'est passé. Hein, la carte de l'Afrique sur la table, et puis eux en gentlemen, voilà, ils sont partagés. Et tout le monde le sait maintenant avec, vous savez, la façon dont les pays sont coupés, la ligne droite, frontière, non mais franchement, enfin bon. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut d'abord dire que on est africain. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que la nouvelle génération, hein, l'optique, la démarche, hein, c'est de dire qu'avant tout, on doit se battre pour faire tomber, hein, les frontières qui ont été mises en place, hein, par la conférence de Berlin. Hein. Il faut que ça tombe. Et une fois que ça tombe, on se retrouve. Parce que vous voyez bien, quand pays par pays, au niveau des frontières, par exemple, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, eh ben, il y a des ethnies qui se retrouvent en Guinée. Les mêmes ethnies que vous êtes en Côte d'Ivoire. Pareil au Libéria. Hein. Et ainsi de suite. En Côte d'Ivoire, à l'Est, au Ghana par exemple. Les Baoulés, il y en a aussi le groupe Akan, par exemple. Et puis si on prend au nord, hein, bon, vous retrouvez au Burkina Faso, hein, n'en parlons même pas parce que le Burkina Faso, on dit son histoire, c'est avec la Côte d'Ivoire, c'est le même pays même, voilà. Hein, la haute Volta et puis la basse Volta, voilà. Et puis si vous prenez le Mali, voilà, le groupe Mandingue, hein, donc vous retrouvez, donc c'est vraiment les mêmes peuples, finalement. Maintenant, il y en a d'autres là qui se laissent flatter justement par la politique menée par Houphouët-Boigny, parce qu'au fond, Houphouët-Boigny, évidemment, en collabo de première classe, il a vu une démarche comme ça de dire qu'écoutez, on n'a pas les moyens pour les affronter, donc on va se soumettre. C'est ça d'une certaine façon. Hein. Et d'ailleurs, les jeunes là aujourd'hui qui jouent les entrepreneurs, là, eux, ils sont justement dans cette démarche de Houphouët-Boigny, alors que nous autres, nous sommes dans la démarche des pères de l'indépendance. Mais les vrais, c'est-à-dire les Ahmed Sékou Touré, les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Barthélemy Bokanda, les Sylvanus Olympio. Vous voyez ces dignes personnalités-là. Voilà. Nous, on est dans cette démarche-là. Et il se trouve que les Houphouët-Boigny, là, hein, qui ont gagné la partie, regardez les dégâts. Hein, regardez là, le nombre de morts, des Africains qui meurent par la pauvreté, d'abord, et ensuite par les histoires de terrorisme, hein, qui sont créées maintenant pour la continuité de pouvoir continuer à exploiter les richesses des Africains. C'est tout simplement ça, il n'y a rien d'autre. Voilà, il faut le comprendre, ça. Vous voyez? Donc, le jeune frère Jean-Yves Brabo, j'espère qu'il va, si vous le connaissez, transmettez-lui mes vidéos, en tout cas, ma vidéo, hein, pour qu'il voit un peu, je donne le droit de réponse là, pour lui faire comprendre les choses. Lui et puis ceux qui ont la même façon de voir les choses avec lui. En espérant que, moi je le trouve sérieux, mais maintenant, est-ce qu'il a une bonne parce qu'il faut être de bonne foi, hein,
Et puis être fair play et puis reconnaître. Voilà, les erreurs sont humaines et puis on apprend tous les jours d'ailleurs. Voilà. Donc ce que je vais dire c'est que euh, à partir du moment où celui qui est dans son pays, un Ivoirien, un Sénégalais, un Gabonais, un Congolais, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, un Béninois, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, ces pays-là, un Tchadien, hein, originaire du Niger, qu'est-ce qu'il y a encore, du Tchad, hein, tout ça. Eh bien, si on ne donne pas la priorité à toi qui est originaire de ce pays pour que tu puisses évoluer économiquement, ben, vous comprenez bien que, comme lui-même il le dit, moi aussi je dis ça souvent, c'est la nature horreur du vide. Voilà. Mais il se trouve que le complexe est dans, l'aliénation est dans, et la corruption, alors là, c'est ça qui fait que voilà, ceux qui sont au pouvoir, voilà, ils méprisent le peuple. Et ils vont facilement donner comme ça des droits hein, aux autres personnes. Et les exemples sont multiples. Regardez, deux exemples. Vous avez les images qui m'ont choqué, deux, alors qu'il y en a beaucoup, hein, mais deux comme ça. Comment on appelle ça? Je ne sais pas s'il est libanais, s'il est tunisien, marocain, en tout cas, voilà, il a une peau blanche, il n'est pas européen, ça c'est sûr. Voilà. Eh bien, il a giflé un policier ivoirien. Ça remonte maintenant il y a 2 ans, au moins. Là, on est en 2023, je vais savoir, ceux qui ont l'information, envoyez-moi, ça m'intéresse ça. C'est intéressant d'observer ce genre de... Parce que giflait le policier qui était en tenue en plus, mais il gifle l'État ivoirien. Oh là, je suis curieux de savoir quel sort est réservé à ce gars-là. Hein? Finalement, je vais savoir. Ça m'intéresse. Ça fait maintenant la 2e ou 3e fois que j'en reparle. Pour vous dire que ces trucs-là, il ne faut pas les prendre à la légère. Or, ceux qui dirigent, ils prennent ça à la légère simplement parce qu'ils sont corrompus et du coup, ils estiment que c'est pas grave. Mais c'est très grave. C'est ça le problème. Mais oui, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, vous avez une restauratrice, pareil, je ne sais pas, libanaise ou tunisienne ou marocaine, en tout cas, elle n'est pas européenne, c'est sûr, elle est peau blanche. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, elle, parce que si elle est européenne, je le dirais aussi, hein, mais je sais pas si j'ai vu les images, puis j'ai vu qui c'est, et je sais tout de suite. Là, par contre, avec mon expérience de vie ici, ça fait 40 ans, vous savez, voilà, là, c'est facile pour moi. Des fois même, j'ose pas dire des choses. C'est-à-dire que si jamais on se croise en privé, je peux vous dire, j'en sais des choses. Bon, enfin, bon, bref. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, donc je m'arrête là. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette dame-là, on a appris récemment qu'elle avait son restaurant, et elle a le culot, alors que nous étions quoi, dans la région du zone 4 Makori, voilà, et puis là-bas même, alors il paraît même que c'est voilà, le quartier des Libanais, le Makori, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça quand on connaît notre histoire? C'est-à-dire l'esclavage pendant 400 ans, 500 ans, après le colonialisme et tout ça. Et là, au XXIe siècle, on a des gens qui sont au pouvoir, qui sont censés rétablir la dignité de l'Africain, et ils ne sont même pas capables des minimums. Voilà. C'est ça le problème. Je dis, mais s'il n'y avait pas la jalousie, accepter chacun de nous a une énergie qui est différente. Quand tu as un frère qui est brillant, soutiens-le, on va tous gagner. Mais non, mais c'est le combat qu'on mène, il est hein, avec les forces extérieures, mais avec, même, on dirait, même à l'intérieur, même encore plus fort même que l'extérieur. Eh oui, c'est terrible, hein, mais on va y arriver, parce qu'on est convaincu, et comme nous sommes dans la vérité, c'est clair et net, ça traîne, mais ça va gagner. On va y arriver. Oui, donc je dis, cette restauratrice-là, elle s'est permise, en fait, d'interdire son restaurant à des jeunes Ivoiriens. Là aussi, pareil, je voudrais savoir, parce que ça c'est encore plus récent, qu'est-ce qu'il en est de son histoire. Envoyez-moi des commentaires. Et oui, ça veut dire que moi, si j'avais le pouvoir, là, non, mais écoutez, réciprocité, retenez bien ma philosophie de vie, c'est ça. Réciprocité, c'est-à-dire que je dis, moi, dites-moi, pourquoi voulez-vous que je ne donne pas la place à mon frère qui vient d'un autre pays africain, dès lors que tu es du continent à l'époque, surtout Afrique noire, priorité absolue. Pourquoi? Parce que je dis, mais écoutez, vous allez remarquer que quand on est ostracisé, mais ce n'est pas dans les pays, comment dire, d'Afrique noire. C'est-à-dire que quand on est comme ça à nous priver de nos droits, à nous mépriser, c'est ailleurs. C'est les gens qui regardent notre peau et qui estiment que nous, on doit être les derniers de la classe. Alors que je dis naturellement, vous savez, leur problème, c'est qu'en fait, c'est le noir qui est le boss. C'est le noir qui est le patron. Et que eux, ce qu'ils font là, c'est de l'artifice. Et comme j'ai dit déjà, que la vérité, elle est naturelle et le mensonge est artificiel. C'est-à-dire que toute leur gesticulation, tout ce qu'ils font là, depuis des siècles, hein, c'est que de la gesticulation qui n'est que passagère, qui n'est que en CDD. C'est-à-dire que c'est provisoire. Ce qui va être installé, c'est la force du noir, de l'Africain, parce que c'est lui qui a le droit de citer. Voilà, il est l'homme à l'origine. C'est la matrice. C'est l'original. Les autres, c'est les copies. Maintenant, ils ont réussi, hein, à travers l'histoire, hein, à broyer le mental de l'Africain, hein, et de manière à ce que beaucoup de frères et sœurs, mais ils sont perdus, ils sont largués. Mais moi, je suis confiant, je suis optimiste, je ne suis pas le seul, Dieu merci.
Et nous qui sommes dans cette dynamique-là, on dit qu'on va y arriver. Il y a du travail, c'est sûr, mais on ne va pas lâcher. Parce qu'on est convaincu que c'est la vérité qui finit par triompher. Et que cette espèce de mensonge comme ça, qui est drainé depuis des siècles, mais ça suffit, parce qu'on a suffisamment de preuves, on a suffisamment de recul. Donc à partir de là, on n'a plus de temps à perdre par contre. On n'a plus de temps à perdre. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Allez, on y va. Donc, il cite quelques pays où il a investi, notamment au Kenya, notamment au Ghana, au Gabon, au Bénin. Bon, tant mieux. Mais simplement, je note que si je prends que les 4 pays là, eh bien, il y a 2 pays zone CFA, et puis les 2 autres sont anglophones, c'est-à-dire le Ghana et le Kenya. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, je vais demander au frère Jean-Yves Bragbo, dis-moi, comparativement dans les 4 pays où tu investis, quels sont les pays où ça marche bien? Tu vas me faire de manière chronologique. C'est-à-dire, tu vas commencer soit par là où ça marche le moins bien, ou ça, là où ça marche le mieux. Voilà. Je suis curieux de ça. Oui, mais moi, a priori, quand je lui pose la question, je suis sûr que ton business qui est au Ghana et au Kenya tourne beaucoup mieux qu'au Gabon et au Bénin. J'en suis convaincu. Puis le Bénin, Patrice Talon, voyou col blanc qui veut copier sur la Côte d'Ivoire et puis le Rwanda, lui, j'explique qu'il a fait un hold-up électoral vis-à-vis du peuple. Et c'est là où je ne vais pas le pardonner. Ah oui, non. Je que celui qui vient en tant que, avec l'arme, bon, j'ai même plus de respect que Patrice Talon. Parce qu'au fond, lui, c'est quelqu'un qui fait un hold-up, il est venu avec les armes, donc voilà, je suis démuni. Tandis que Talon, le peuple, il a violé la confiance du peuple. Mais c'est très, voilà, circonstance aggravante, voilà, lui dans son cas. C'est pour ça que tous les partisans de Talon, là, vous ne pouvez pas la ramener avec moi. Hein. Ah non, 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 parce que vous avez tout faux. Alors, vous pouvez faire la fuite en avant, vous pouvez faire la mauvaise foi, vous pouvez faire diverses, tout ce que vous voulez, mais dans la vérité, vous êtes très, très loin. N'importe quoi. Des nazes. Il aurait pu rester à faire ses affaires, et puis bon, mais là, j'aurais moins à dire. Mais là, venir faire de la politique et marcher sur les traces de ce que Houphouët-Boigny a déjà fait. Houphouët-Boigny a déjà construit le pays, mais si c'était ça qu'il fallait en priorité, ben on n'en serait pas en Côte d'Ivoire, où je vous dis, on cache les couteaux. Et là, ça a été annoncé là, que les élections sont prévues pour le 2 septembre. Élection des communes, hein, c'est-à-dire municipales, et puis l'élection des conseillers régionaux. Voilà, pour la Côte d'Ivoire, le 2 septembre. Donc ça va aller vite. Pourquoi? Ils ont précipité alors qu'initialement, ils avaient prévu de faire ça en octobre. Mais simplement parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui est annoncée là-bas pour le mois de janvier 2024. Vous voyez, donc là, il y a un calendrier comme ça qui est très intéressant, surtout pour les opposants, enfin en tout cas pour l'opposition. Oui, parce que le monde entier va être braqué sur la Côte d'Ivoire pour les échéances là. D'abord au niveau électoral, et ensuite, il y a la Coupe d'Afrique qui suit. Donc, ça va être hyper intéressant. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que on ait des élections qui soient organisées de manière régulière. Or là, c'est mal parti, en tout cas pour l'instant. Il faut espérer que, là, comme ça a été maintenant dit en Conseil des ministres, là, le mercredi 19 avril 2023, maintenant, que tout soit mis en œuvre. Mais c'est pas sérieux, parce que les listes électorales, comment se fait-il que ça ne soit pas fait de manière, comment dire ça, comme ici, dans les pays où on a l'expérience démocratique. C'est-à-dire que tu as tes 18 ans, tu es inscrit directement sur la liste électorale. Vous voyez? Or là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tout un, comme on appelle, espèce de processus comme ça qui est complexe pour que justement il y ait moins de gens qui soient inscrits. Voilà. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est pas le fond, c'est la forme. Comprenez-le bien. Et c'est à partir de là que les frères qui sont entrepreneurs, là, j'ai dit, mais écoutez, votre démarche, on la comprend parce que vous êtes sincère dans ce que vous faites, vous êtes honnête dans ce que vous faites, sauf que votre démarche, elle n'est pas pour l'intérêt général, c'est l'intérêt privé, pour votre propre business. Là, voilà. Parce que l'intérêt général, la priorité, c'est de réunir les conditions réellement. Hein, c'est-à-dire que les hommes qui sont au pouvoir, il faut être exigeant avec eux pour leur dire, écoutez, si au Kenya, ils font 30%, vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas, venez pas nous faire le malin, perdre notre temps. Là, voilà. Et là, même, ça doit être même non négociable. Or, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont dans la connivence, ils sont dans des situations comme ça de compromission. Et du coup, on est très, très loin du compte. Voilà. J'espère que je me fais comprendre là. Maintenant, autre chose que je n'ai pas oublié, c'est que là, les commentaires, je tiens à le dire aussi au frère Jean-Yves Bragbo, là, il faut faire attention aux trolls. Parce que ça se trouve, lui, il était furieux par rapport aux commentaires qui lui a été envoyés. Et moi, comme maintenant j'ai l'expérience des trolls, j'ai dit, ça se trouve, c'est un troll. Un troll, c'est-à-dire que lui, son rôle, sa vocation, c'est de faire diversion. Voilà. Lui, c'est pourvu que ça mousse. Voilà. Donc, va vérifier, est-ce que c'est un troll ou pas? Parce que si c'est pas un troll, ça vaut le coup. Mais si c'est un troll, perds pas ton temps. Voilà ce que j'allais dire. Donc, il pose la question, il dit, à qui la faute? Si la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, à qui la faute? Il pose la question dans son intervention. Hein? Mais la faute, ben, c'est à la France-Afrique. La faute, c'est l'impérialisme français, le colonialisme français et la France-Afrique. C'est leur faute. Parce que c'est eux qui ont la mémise sur le destin des Africains francophones en général et des Ivoiriens là, en l'occurrence. Ben oui, c'est ça leur faute. Et maintenant, évidemment, ils bénéficient de la connivence des hommes et femmes politiques
ivoiriens, qui sont tous, je vous dis, à 95%, même pas 98%, tous francs-maçons. Et oui, mais c'est là où quand on parle d'aliénation, ben là, on n'est pas sur de l'auberge. Hein. Ah oui, oui, oui. Complexe, corruption. Et en plus, je vais le préciser aujourd'hui, parce que j'avais oublié de le préciser auparavant, c'est qu'en fait, quand ils adhèrent à la franc-maçonnerie, mais ils payent des cotisations. Maintenant, très souvent, c'est l'argent public. C'est de l'argent qui ne leur appartient pas. Parce qu'à la limite, quand tu as ton argent privé, tu fais ce que tu veux, même tu mets dans les chiottes, excusez-moi, hein, mais voilà, ça te regarde. Mais en revanche, là où le bas blesse, c'est que c'est de l'argent du peuple, eux, ils mettent ça dans leur obédience, là. Ils donnent des fausses sommes. Hein. Vous vous rendez compte? Il y a tellement de choses à mettre sur la table. Et il faut absolument, c'est un préalable. Sinon, moi, je ne suis pas partisan de la fuite en avant. Parce qu'il y en a plein là qui sont partisans de la fuite en avant. Parce qu'ils sont égoïstes, ils sont dans une situation comme ça, d'être trop légers, d'aller vivre au jour le jour. Non, non. Si vous êtes épaté par les pays là quand vous allez visiter, mais c'est parce qu'il y a un préalable qui a été fait. Et sérieusement. Et moi, je tiens à ça. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, la suite. Il posait la question. Bon, je lui ai répondu par rapport à qui c'est la faute. C'est pas la faute des Ivoiriens. Hein. Voilà. Même si c'est vrai que l'Ivoirien, bon, il a été... Voilà. Mais je vous dis, on est en train de payer la facture de la politique menée par Félix Houphouët-Boigny. Et ensuite, là, même le président Gbagbo, parce que, je vous dis, en 2006, il a donné gratuitement comme ça les visas aux Libanais. Il rentrait comme il veut. Et en plus, là, maintenant, là, je suis sûr que le président Alassane Ouattara fait pareil. Parce que le Liban, c'est encore pire même au niveau économique. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes admiratif des Libanais. Mais posez-vous les bonnes questions à savoir que pourquoi au Liban, ils fuient leur pays? Mais ça veut dire que eux, justement, s'ils avaient pris ça au sérieux au niveau de la sécurité, mais tout le monde, chacun de nous est content d'être chez soi. Mais évidemment, hein, il y a juste une ultra minorité qui partirait de chez soi, mais sinon la plus grosse, 99% des gens, si tu es content d'être chez toi, surtout si tout est réuni. La sécurité, après le bien-être, mais il n'y a rien à dire. Rien à dire. Tu peux par curiosité aller visiter d'autres pays, faire du tourisme, tout ce que tu veux, mais par contre tu reviens au bercail. Très clairement. Ce que je dis là, c'est du bon sens, mais il y a besoin de le rappeler parce qu'il y en a plein qui sont complètement largués. Ah, c'est fatigant. C'est pas tellement. Ce qui me fatigue, c'est quand ils ont fait le malin. Donc tu fais pas le malin. Tu la ramènes pas chez toi, prends des notes. Voilà. N'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore il dit, vous allez passer votre temps à mettre la faute sur les autres. Mais le problème, c'est que ce sont les dirigeants. Il n'y a pas d'autre chose. Hein, les dirigeants successifs. Parce que l'éducation africaine, qui est la priorité, hein, et puis maintenant, il faut espérer que quand un panafricain vient au pouvoir, ben c'est ça, la priorité. Parce que je dis, par exemple, je prends le cas du président Gbagbo, qui lui était un universitaire, c'est un professeur d'histoire géo. Mais je suis curieux d'avoir quel budget a été accordé durant, même si c'est vrai que, bon, ils ont entravé, quand il était au pouvoir, ils ont entravé son pouvoir, hein, son règne, pendant les 10 ans, là. Bon. Mais, n'empêche, on va relativiser les choses. Combien était accordé? Oui, parce que normalement, lui qui était un enseignant, qui était un universitaire, l'éducation nationale devait avoir plein de trucs, et puis en plus enseigner aux enfants, enseigner à toute la génération là, hein, qui l'ont connu, les Cheikh Anta Diop, hein, tous les grands penseurs africains, l'histoire africaine. Voilà. Oh là, je suis sûr que lui, c'est ça son problème, c'est qu'il est honnête, mais par contre, moi je vous dis, c'est mon sentiment, hein. Je pense que lui, quand il arrive au pouvoir, c'est un peu comme il a gagné au loto. Ah, ça, je vais déplaire encore aux partisans de Babou, mais j'y peux rien. Quand je dis j'y peux rien, je dis que c'est la vérité. Voilà. Ceux qui sont honnêtes, voilà, on fait chez même. Parce que par contre, j'ai pas le temps. Parce qu'il y en a qui le savent, mais ça les emmerde quand je dis ça. J'y peux rien pour vous, parce que moi, il n'y a que la vérité qui m'intéresse. Parce que je dis, mais sinon, si c'est pas gagné au loto, comment il peut se comporter comme ça? Et en plus, ça continue. Recommence encore Belote. Maintenant, là aussi, pour ne pas oublier, puis pour poursuivre, c'est que, je tiens à le dire aussi, en fait, le président Gbagbo, Madame Simone Gbagbo, et puis Charles Blé Goudé, il faut bien comprendre une chose. L'image qu'ils me donnent, c'est comme ils sont allés à la chasse, hein, et puis quand ils sont allés à la chasse, même si c'est vrai qu'ils ont perdu, mais ça n'empêche qu'ils ont gagné au niveau, comment dire, ça veut dire qu'ils ont perdu la guerre militaire, mais ils ont gagné la guerre politique, puisqu'ils ont été acquittés, et la guerre historique, parce que l'histoire retient qu'ils ont été accusés à tort, et que c'est finalement un complot qui a été organisé par les adeptes de l'OTAN, avec la France comme soldat premier, hein, pour faire ça. Donc l'histoire retient. Maintenant, ce que je tiens à dire aux partisans de président Gbagbo, les gars là, j'ai dit écoutez, que vous le vouliez ou non, quand ils sont allés à cette chasse-là, que je prends un thème d'image, comprenez bien mon raisonnement. Hein. Le président Gbagbo, c'est vrai qu'il a une grosse partie de la chasse, c'est vrai. Mais il s'est dit que, enfin, il se trouve qu'il n'a pas les 100%. On va dire, moi, de mon point de vue, le président Gbagbo, par exemple, on va lui donner
50%, voilà, parce que voilà, 50%, on donne 50%. Voilà, 50%, au minimum, voilà. Ou 60% si vous voulez. Mais ce que je veux dire, ce qu'il faut tenir surtout dans mon raisonnement, c'est de dire que, mais Mme Simone Gbagbo, elle a sa part, bien entendu, dans cette chasse-là, où ils ont été à la chasse. Hein, c'est-à-dire l'animal qu'ils ont pu choper. Au niveau des morceaux, le président Gbagbo, il a au minimum 50%, c'est pas 60%. Maintenant, l'autre pourcentage qui reste, c'est soit 50% qui reste, ou alors 40% qui reste. Bon, ça c'est reparti maintenant entre Mme Simone Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Pourquoi je les cite les trois? Mais parce que ce sont eux qui ont été traduits devant les tribunaux. Enfin, quand je dis, il y a des militaires là, mais je veux dire que, en tant que, comment dire, quelqu'un qui dérangeait la France, bah oui, premier à déranger la France, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est, comment dire, Mme Simone Gbagbo. Deuxième, c'est le président Gbagbo. Et troisième, maintenant, c'est Charles Blé Goudé. Oh, Charles Blé Goudé, étant donné qu'il n'avait pas un ministère important, il n'était pas ministre de la Défense, il n'était pas ministre des Affaires étrangères, il n'était pas chef d'état-major, il était juste symboliquement, c'est ministre de la Jeunesse. Et encore, et encore. Voilà. Donc je veux dire que si, n'ayant pas un ministère important, et puis on le traduit devant la CPI, ça veut dire qu'il était redoutable. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'en termes d'image, je vous dis, il a son morceau. Que vous le vouliez ou non. Voilà. Donc maintenant, il est question de négocier. Eh oui, eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas pourquoi? Parce qu'ils sont méprisants. Maintenant, j'ai dit, mais attention, le président Gbagbo, je suis désolé de le dire, mais Houphouët-Boigny est parti. Vous savez qu'on est tous mortels. Donc, j'ai dit, mais si le président Gbagbo n'est plus là, comment vous faites? Je voulais le dire ce truc-là depuis longtemps, maintenant je l'ai pensé aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Parce que moi, j'adore la réflexion. Et quand j'observe là, je dis, mais si le président Gbagbo n'est plus là, vous faites comment? En revanche, Charles Blé Goudé, alors, même si c'est vrai que pour mourir, on meurt jeune, c'est vrai, mais dans les statistiques, et puis comme on sait naturellement, hein, voilà, c'est une question de fragilité. C'est-à-dire que quand on est à plus âgé, on est à plus de... Voilà, donc là c'est vérifié, là, j'espère que vous comprenez. Hein, parce que ceux qui sont de mauvaise foi, c'est ceux qui fatiguent les gens, il faut espoir en plus. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut négocier, obligatoirement, il faut les respecter. Oh, ils ne veulent pas respecter, simplement ils veulent la soumission. C'est-à-dire que Mme Simone Gbagbo, elle doit être soumise au président Gbagbo, malgré l'humiliation qu'ils lui ont fait subir. Et puis, pareil, Charles Blé Goudé doit se soumettre, parce que, alors que non, je suis désolé, il y a des gens qui entourent le président Gbagbo, que je dis sont tous francs-maçons. Eh bien, ces gens-là, justement, eux, ils sont allés se planquer au Ghana, principalement. Il y en a qui sont allés dans les autres pays. Mais voilà, ils sont planqués. Et puis maintenant, quand il y a de la calmie, ils viennent là, et puis ils profitent Kone Katina, franc-maçon, hein, pour demander à réintégrer son poste. Ah non, non, mais moi, les cartes sur table. Comme ça, je dis, c'est pour l'intérêt général, et non pas jouer les malins, et puis comme ça, on cache son jeu. Non, 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 non. Non, comptez pas sur moi. Donc, on avance. Pour revenir aux investisseurs, la jeune génération, avec Jean-Yves Brabo. Donc il dit, les Libanais sont venus, on les a accueillis, ils nous ont montré comment faire le business, voilà, au lieu de nous inspirer, voilà, donc nous, tout ce qui nous intéresse, il dit, ce sont les bêtises, voilà. Moi, j'ai rappelé qu'ils détiennent les Libanais hein, plus de 40% de l'économie ivoirienne. Mais c'est énorme, plus de 40%. Mais t'as quel Ivoirien qui détient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, 5%, 10%, 15% dans l'économie de quel pays? Ou même les Africains même de manière générale, voilà. Hein, je parle des Africains de manière générale, et puis la Côte d'Ivoire en particulier. Or là, la communauté libanaise qui est en Côte d'Ivoire, ils détiennent plus de 40% de l'économie ivoirienne. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas détrôner hein, ou qu'on ne peut pas renverser. Parce qu'il y en a là qui sont des fatalistes. À la limite, je sais pas tellement. Ce qui me dérange chez eux, c'est qu'ils sont fatalistes, c'est-à-dire qu'eux, ils vont estimer qu'on ne peut rien faire. Et nous autres qui avons la force pour pouvoir mettre les choses en place, ils vont nous empêcher. C'est là la difficulté pour nous. Pour ça, je dis que tu as le problème déjà à combattre l'extérieur, mais tu as déjà le propre frère là qui te combat parce qu'il est perturbé, il est aliéné, il est complexé, il est corrompu. Donc le travail que nous sommes en train de faire au quotidien, nous sommes en train de faire là tout le temps, c'est ça, pour en sortir. Et la nouvelle génération, j'espère qu'ils prennent note et qu'ils comprennent pour qu'on avance. Voilà. C'est très important, tout ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Donc en gros, j'ai dit que c'est normal. La faveur qui est accordée aux Libanais, ils sont dans un environnement où, moi je dis, ils sont au paradis sur terre. Voilà. Ce qui me dérange, c'est le fait que je dis, moi en tant qu'Africain, si je vais au Liban, je n'ai pas la même accueil. C'est ça. Et c'est là-dessus que je ne négocie pas. Et c'est pour ça que je dis non. Si toi, quand je vais chez toi, en Inde, au Liban, au Pakistan, en Amérique, en Europe, tu ne m'accueilles pas bien, ben, je fais la même chose que toi. Ce n'est que justice. Ma religion, c'est la vérité, la justice. Donc dire ça, si on est malhonnête, on va essayer de tenir d'autres discours pour faire diversion, pour faire de la rhétorique. Mais si on est honnête, ce que j'ai dit là, il n'y a rien à ajouter. C'est tout. N'importe quoi. Des nazes. Qu'est-ce que tu fais pour éviter que les étrangers ne viennent pas prendre toute l'économie de ton pays? Voilà, c'est la question qui se pose le frère Jean-Yves Brabo, là.
Mais c'est simplement que les dirigeants fassent leur boulot, qu'ils ne soient pas corrompus, qu'ils ne soient pas aliénés, qu'ils ne soient pas complexés, parce que ce sont eux qui détiennent tout pour mener la danse, instaurer tout, le protectionnisme, et puis donner la priorité aux nationaux. Voilà, comme je dis l'exemple du Kenya, alors que le Kenya n'est pas le seul, mais on va prendre cet exemple, parce que c'est ce qu'il lui-même a donné comme exemple. On va le prendre. Voilà. Et là, tu fais un pas en avant, considérable. Vous voyez? Donc la suite, c'est quoi? C'est que j'ai noté que il a sur YouTube très exactement 285 000 abonnés. C'est pas rien, c'est énorme. Oui. Hein, donc on va dire presque 300 000 abonnés. Donc voilà, il est très influent d'une certaine façon. Alors il donne l'exemple de la politique menée par les autres. Bon, c'est ça. Hein, les autres au Kenya, c'est bien, mais en Côte d'Ivoire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les Camerounais sont nombreux dans le club business, hein, parce qu'il a créé son truc là qu'il appelle club business. Hein, donc il dit il y a les Camerounais, hein, beaucoup plus, il y a les Béninois, il y a les Togolais, les Djiboutiens même. Mais il dit il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens. Et c'est ça qui l'étonne. Bon. Il dit les Ivoiriens sont nulle part. Et comme il explique, hein, moi aussi c'est une formule que j'utilise, la nature a horreur du vide, donc il ne faut pas s'étonner que les autres viennent prendre la place. Hein, selon lui, les Ivoiriens ne sont pas très nombreux à faire de business et ne sont pas très nombreux dans l'entrepreneuriat. Bon. Et comme je disais en fait, la Côte d'Ivoire où il faut voyer son héritage, ça fait qu'on est un peu comme les Français, c'est-à-dire que très souvent, voilà, on est les bons vivants, et puis, bon, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça, mais on peut y remédier, hein, très clairement, ouais, parce que quand je dis ça, moi, je suis pas dans le fatalisme, moi. Ah oui, oui, non, on peut y remédier, il faut juste une volonté politique, volonté personnelle et volonté collective, et puis là, on s'en débarrasse et on passe à autre chose. La meilleure façon de protéger le pays, c'est de mettre en place des lois qui permettent que le pays soit protégé. Ben oui, ben ça c'est ce que je dis tout à l'heure, voilà. Donc voilà. Et puis lui, il a vécu à Dubaï, donc voilà, Dubaï pareil, hein, je veux dire que là-bas, ils ont une politique qui fait priorité aux nationaux. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Hein, donc, je termine là en disant que Jean-Yves Bragbo, le frère, il est très brillant, il est très sérieux. Il est multi-investisseur, entrepreneur dans l'immobilier, dans l'agriculture, et puis et il est ingénieur en intelligence artificielle. C'est une tête, en fait. Voilà. Il a vraiment travaillé, et puis il a eu ses diplômes régulièrement. Hein. Voilà. Mais son parcours, je vous dis personnel, il a du mérite. Hein. Voilà. C'est un garçon sérieux, c'est pour ça que bon. Donc j'espère que je me suis fait comprendre là par rapport à ma vidéo, et dire, faut arrêter. Hein, les frères qui font dans l'entrepreneuriat, frères et sœurs qui sont dans l'entrepreneuriat et qui très souvent, comme on vont donner des exemples, ils vont dire regardez Singapour, regardez, comment on appelle ça, Taïwan, regardez tout ça. Mais j'ai dit, mais il ne faut jamais oublier, Taïwan, est-ce qu'il y a une base militaire française? Il y en a en Afrique francophone. Taïwan, est-ce qu'il y a le franc CFA? Il y en a en Afrique. Donc c'est les handicaps que nous avons, nous le combat que nous menons, c'est justement lever ces handicaps-là. Et vous allez voir qu'après, mais ça va être l'autoroute. On va y aller en accélération pour le développement, tout simplement. Alors, il y en a d'autres parmi eux qui ne savent pas réellement, parce qu'ils ne font pas attention. Et puis, il y en a d'autres qui savent, mais par contre, ben, ils font le malin, c'est-à-dire qu'ils y vont quand même. Ils y vont pour la provocation. Voilà, et puis, ils font de l'arrogance. Puis bon, mais voilà, je ne peux pas faire leur éducation, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je dis, quand c'est comme ça, prenez ma vidéo, prenez leur vidéo, et puis comme chacun a apporté cet argument, et puis dites qui est-ce qui a raison. Voilà, c'est tout simplement ça. Merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison, très clairement.